Donc bonjour à tous. Moi je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est plutôt en lien avec la réglementation liée à l'identification des équidés. Quelques nouveautés réglementaires. Donc on va aborder tout d'abord quelques chiffres par rapport aux immatriculations des équidés en France. On fera un petit point sur les races et les appellations, puisque ça s'est un peu complexifié ces dernières années par rapport aux races gérées, aux races qui sont non gérées en France, mais pour lesquelles on a quand même une possibilité d'obtention de l'appellation de la race. Je vous parlerai un petit peu de la prestation d'inscription au Studbook, dont vous avez déjà entendu parler, notamment avec les selles français et un surplus à payer à la déclaration de naissance pour obtenir les papiers du poulain. On parlera également des conventions races étrangères, donc qui sont un petit peu nouvelles et qui permettent justement pour des chevaux qui ne sont pas d'une race gérée d'obtenir quand même l'appellation de la race lorsqu'on a une naissance en France. Et on finira par un point sur notamment le nouvel arrêté détenteur, dont on parlera un peu plus précisément et je vous expliquerai un petit peu les modalités et les objectifs de ce décret. Donc, dans un premier temps, je vous ai mis quelques chiffres sur l'identification traditionnelle à des fins de sélection, c'est-à-dire l'identification qui va concerner des chevaux qui sont inscrits dans une race. Donc, je vous ai mis les chiffres depuis 2000. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, globalement, on a un nombre de naissances qui est à peu près stable en France. On oscille entre 55 000 et 57 000 naissances par an. Par contre, si on regarde par groupe de races, on constate que pour les races qui sont françaises, on a un léger recul des immatriculations, donc notamment pour les anglo-arabes et les celtes français. On a un fort développement par contre des races étrangères qui sont nettement à la mode et pour lesquelles on a eu en plus justement des reconnaissances de races successives en France, donc notamment pour le Purace espagnol et le Quarter Horse en 2002, le Frison en 2004 et le Paint Horse en 2005. Donc qui plus est, on y reviendra après, on a maintenant un nouveau système qui permet pour des races qui ne sont pas vraiment gérées en France d'obtenir quand même l'appellation de la race, donc c'est ce qu'on appelle les races conventionnées et qui augmente aussi ces chiffres de races étrangères. Par contre, on a un fort recul des traits et des ânes, puisqu'on a les immatriculations de chevaux de trait qui ont fait un bond entre 2000 et 2009 avec moins 25% d'immatriculation pour ce type d'équidés. Par contre, on constate qu'on a également une augmentation de ce qu'on appelle, nous, les origines constatées. Donc, origines constatées qui sont de plus en plus nombreux pour deux raisons. Alors, la première, c'est que vous avez peut-être entendu parler de la possibilité, donc depuis 2007, d'inscrire les chevaux par l'intermédiaire d'une procédure origine constatée monte libre, c'est-à-dire des produits qui sont issus d'un étalon, enfin d'un mâle non approuvé. Donc à partir du moment où on connaît les deux parents, on va avoir une certification des origines qui est possible. Donc ça va nécessiter notamment une déclaration de naissance sur un formulaire un peu spécifique et forcément un contrôle de filiation systématique. Par contre, le mâle n'est pas forcément approuvé dans un studbook. Et donc ça veut dire qu'on peut aller à l'extrême de faire un origine constatée avec deux animaux qui sont ONC. Une mère ONC et un mâle qui est ONC, on pourra aboutir à une appellation origine constatée et donc accéder derrière à des concours classiques ou autres. Donc on a ces types-là d'OC et ensuite vous avez peut-être entendu parler que depuis 2010, en fait on a supprimé les registres, c'est-à-dire que les appellations type cheval de selle, trait et âne n'existent plus. Donc tous ces chevaux qui étaient avant, alors pour ces chevaux-là c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre des talons qui sont approuvés à la reproduction. Par contre le croisement, lui, n'est pas reconnu dans une race. Donc avant on aboutissait à une appellation par exemple cheval de selle et aujourd'hui on aboutira à une appellation origine constatée. Donc c'est juste pour attirer votre attention sur le fait qu'il faut être vigilant par rapport à cette appellation origine constatée puisqu'on va à la fois retrouver des animaux qui sont quand même issus d'un étalon approuvé, donc derrière peut-être une génétique, etc., avec des animaux qui sont issus de deux parents ONC, si je pousse à l'extrême. Donc ce qui est important sur un origine constatée, quand on a un livret, c'est d'aller regarder sur la page origine et de voir ce qui est marqué sur les origines. Donc, comme les chiffres que je vous ai présentés à l'instant, donc vous avez remarqué que ça s'arrête en 2009, donc c'est parce qu'on n'a pas encore toutes les données par rapport aux immatriculations 2010. Je vous ai quand même mis des grandes tendances, puisque c'est un peu la question suite à la crise par rapport à ce qui s'est passé cette année sur la filière. Donc ce qu'on constate, c'est par rapport aux chevaux de sang, on a une légère baisse ressentie quand même, puisqu'on a des déclarations de saillie par contre qui sont à peu près stables. Par contre, on a des déclarations de naissance qui ont subi une légère diminution avec moins 1,5% par rapport à 2009. Par contre, sur les chevaux de trait et les ânes, cette fois-ci, on a vraiment une baisse affirmée
puisqu'on se situe en gros à moins 8% pour les déclarations de saillie et à moins 6% sur les déclarations de naissance et sur les signalements. J'ai mis également la répartition des immatriculations pour donner une ordre d'idée. Donc c'est toujours sur les chevaux inscrits plus ou moins en race. Donc ça, c'est des chiffres qui sont une répartition réalisée à partir des chiffres 2009, mais la répartition est à peu près équivalente sur 2010. Donc on remarque que le gros des immatriculations, ça concerne les chevaux de course, avec les pur sang AQPS et trotteurs français qui représentent 30% des immatriculations au CIR. Ensuite, on va retrouver les races françaises de chevaux de selle avec 12%. On a le fameux origine constatée, donc qui est à 10%, mais qui va, à mon avis, croître dans les années qui viennent. Et ensuite, on a les poneys étrangers, les races étrangères de chevaux de selle qui représentent à eux 6%. Et on a quand même les chevaux de trait qui représentent quand même 25% des immatriculations qu'on réalise au CIR. Alors après, j'en ai pas parlé, on a toute la population d'équidés, donc origine non constatée. Et comme vous le savez, on a eu l'obligation d'identifier tous les équidés donc, depuis le 1er janvier 2008. Donc actuellement, pour un ordre d'idée, on identifie à peu près 40 000 ONC par an. Et on estime, nous aussi, que parmi ces 40 000, on n'en aurait que 20 000 qui sont vraiment des poulains de l'année. Donc on identifie encore près de 20 000 ONC par an qui sont en fait des animaux adultes en cours de régularisation. Donc pour faire justement un petit zoom sur les races, il faut savoir qu'on considère qu'en gros on a 3 grands types de races. Donc on a ce qu'on appelle les races reconnues en Europe, c'est-à-dire que chaque pays va donner une liste de races qui va plus ou moins gérer au sein de son pays, et l'ensemble de ces races-là va constituer ce qu'on appelle nous les races reconnues en Europe. Ensuite, on distingue les races qui sont gérées en France. Donc, il y en a 51. Donc, ce sont des races pour lesquelles il existe un studbook qui est agréé par le ministère de l'Agriculture et qui va donc gérer le règlement de studbook de la race. Donc, ça veut dire que pour ces races-là, en gros, tout le règlement de studbook est aussi inscrit dans le CIR. Et nous, on va être capable de dire, suivant certains critères, alors ça peut être des critères de croisement, de morphologie, etc., que le produit est bien inscriptible dans la race. Donc on va véritablement gérer les règles du studbook. Alors par exemple, on a des races étrangères comme le Quator Horse, le Lusitanien, l'Islandais, on a les races françaises comme le Selle français, l'Anglo-arabe. Donc si vous voulez la liste exhaustive de toutes les races, c'est disponible sur le site internet dans la partie réglementation, où vous allez retrouver la liste des races qui sont gérées en France. Et ensuite, on a les races qu'on appelle nous sous convention, donc ça c'est la petite nouveauté, puisque c'est mis en place que depuis 2008. Donc ce sont des races étrangères pour lesquelles on propose une gestion simplifiée. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'association de races en France qui est agréée par le ministère pour gérer le studbook. Par contre, on va avoir un représentant qui va être désigné en France par le berceau de la race. Donc le CIR ne va pas véritablement gérer les règles de studbook, ce n'est pas inscrit dans le CIR. Par contre, on va offrir la possibilité aux éleveurs de quand même avoir un produit avec l'appellation de la race, suite à un document qu'on va recevoir justement du berceau de race nous attestant que ce produit est bien inscriptible. Pour exemple, l'Hanovrien, c'est une race qui n'est pas gérée en France, qui est reconnue en Europe. Actuellement, nous aussi, on est incapable de dire, même si on a 2 reproducteurs hanovriens, si le produit, effectivement, il est bien inscriptible en race ou pas. Donc, avant d'aller plus loin, pour vous expliquer un peu, donc, en fonction de ces 3 grands classements, donc actuellement en France, quand on importe un équidé sur le territoire français, et j'en ai pas parlé, mais les importations sont également en augmentation depuis les années 2000. Donc si c'est une race qui est gérée ou conventionnée, il n'y a pas de souci, on va avoir un enregistrement dans CIR avec la race d'origine. Donc par exemple, j'importe justement le fameux hanovrien. Quand son document va repasser par le CIR pour avoir un numéro CIR, etc., on va lui laisser sa race d'appellation hanovrienne. Si c'est une race reconnue en Europe, c'est le même principe. On va considérer que la race est reconnue. Donc si la race elle est marquée sur le livret, on n'a pas à la changer, on la maintient. Bon, par contre, si c'est un ONC, forcément, il restera ONC. Donc j'attire votre attention cependant sur les chevaux importés. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que, notamment sur les poneys, c'est qu'on a certains pays de l'Union européenne, des studbooks, qui vont éditer les papiers des ONC. Donc quand vous avez un livret, en fait, sur le livret, il y a marqué, je ne sais pas, Welsh. Enfin, en tout cas, c'est à la tête d'un livret Welsh. Mais par contre, quand vous ouvrez la page origine, il n'y a rien. Donc il faut savoir que ces poneys-là, ou ces chevaux-là, si on les importe en France, nous, quand ils vont être réenregistrés au CIR, on les mettra ONC.
Donc il y a pas mal de gens qui se font entre guillemets avoir, c'est-à-dire qu'ils croient acheter un poney de race, et au final, quand ils font la procédure d'importation, ils se retrouvent avec un ONC, ce qui pose le problème que derrière ce poney-là, il ne sera pas forcément exploitable en compétition officielle. Donc ça, il faut être vigilant, et il faut bien aller regarder dans le livret s'il y a des origines qui sont marquées sur le livret du cheval. Donc par contre, quand on a un équidé qui naît en France, donc si on est sur une race qui est simplement, donc si c'est une race non reconnue, on va obtenir un ONC ou un origine constatée selon la procédure que je vous ai présentée, là, la procédure OC monte libre. Donc si c'est une race qui est gérée ou conventionnée, pas de souci, on laissera l'appellation de la race. Par contre, si c'est une race qui est juste reconnue, donc le fameux hanovrien dont je parlais tout à l'heure, si vous avez un éleveur qui fait naître de l'hanovrien en France, il ne portera pas l'appellation hanovrienne, il portera l'appellation origine constatée. Puisque nous, au CIR, on ne va pas gérer le règlement de Studbook et on est incapable d'attester si ce cheval-là, il est effectivement bien inscriptible en race hanovrienne. C'est clair pour tout le monde? Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet des races gérées, la donnée s'est complexifiée ces dernières années puisque vous avez sûrement entendu parler que certaines associations de races ont mis en place une prestation d'inscription au Studbook, c'est-à-dire une sorte de cotisation que l'éleveur va devoir payer à la déclaration de naissance et qui va permettre d'inscrire le cheval en race. Donc ça veut dire que l'inscription en race, elle n'est pas seulement conditionnée par des règlements zootech, des croisements, des choses comme ça. Si l'éleveur ne paye pas la cotisation à l'association de race, dans ces cas-là, le produit ne sera pas inscrit en race, il sera origine constatée. Donc les races qui sont concernées, donc à partir des naissances 2009, on a eu les selles français et les arabes de mission arabe qui ont mis en place cette cotisation, donc 50 € pour les selles français et 70 € pour les arabes de mission arabe. L'anglo-arabe, au départ, était parti un peu sur le même principe, mais en fait, eux, ils ont plutôt préféré faire une inscription au programme d'élevage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incidence sur l'appellation. On propose juste aux personnes de souscrire au programme d'élevage dès la naissance du produit, mais ça n'a pas d'impact sur l'appellation de la race. Donc en 2010, on a l'Islandais qui s'y est mis avec une prestation à 15 €, et à partir des naissances 2011, on aura donc le Mérins, le Barbe, le New Forest, le Poney français de selle, le Connemara et le Lusitanien qui sont rentrés dans ce principe de cotisation. Alors, pour rappel, c'est une cotisation qui doit être payée au moment de la déclaration de naissance, au moment où on paye les frais relatifs aux documents d'identification notamment, mais par contre, c'est une cotisation qui est reversée intégralement aux associations de race. Par contre, j'attire l'attention sur le fait que donc si l'éleveur ne paye pas, l'animal sera origine constatée. Par contre, on aura toujours une possibilité de rattraper, puisque derrière, ce cheval-là sera désigné dans la base de données CIR comme potentiellement inscriptible, par exemple, en selle français. Donc derrière, alors je n'ai pas les montants, je ne les connais pas, mais l'association de race va fixer des possibilités de rattrapage qui permettront aux gens, par exemple, de se dire l'éleveur initial, il n'a pas voulu payer la cotisation, mais moi j'achète le cheval derrière, je suis propriétaire et j'ai envie d'inscrire le cheval en selle français, par exemple pour faire reproduire si la jument elle est performante, j'aurai une possibilité de rattrapage. Par contre, on gardera aussi toujours en mémoire, parce qu'on part du principe qu'un cheval, pour l'instant en France, à sa naissance, il n'est inscriptible qu'à une seule race. Parce que par rapport aux races conventionnées dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'est pour l'instant encore pas question de se dire je fais naître un selle français, je ne paye pas la cotisation des 50 € et derrière je vais aller m'inscrire mon cheval chez CZ ou un gros Studbook étranger. Pour l'instant, ça, c'est pas possible. Donc justement, les fameuses races conventionnées, donc, le principe, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est une gestion simplifiée des races étrangères. Donc, qui va s'assimiler au final à une sorte de reconnaissance de race. Le CIR, pour autant, ne va pas gérer le Studbook, mais va attester une inscription qui est faite par le Studbook du berceau de race. Et cette procédure-là, elle est valable uniquement pour les chevaux qui sont non inscriptibles à la naissance à une race gérée et qui sont OC. Mais les vrais OC, c'est-à-dire pas le fameux selle français qui n'a pas payé sa cotisation. Celui-là, il n'est pas concerné par la procédure. Justement pour éviter que des gens ne payent pas et aillent derrière inscrire leurs chevaux dans une race étrangère. Par contre, alors sur cette procédure-là de convention race étrangère, l'important à savoir, c'est que de toute façon, nous, quand le cheval, après la saillie, nous,
nous, ce cheval-là, il est considéré comme origine constatée. Donc en fait, il y a un papier à fournir au moment de la déclaration de naissance par l'éleveur, un papier qui émane du studbook du berceau de race et qui va justement attester que ce produit est bien inscriptible dans la race. Si vous ne fournissez pas ce papier-là, le cheval il sera haussé. On n'éditera pas un livret avec la mention de la race. Donc pour l'instant, on a signé des conventions alors en 2007 avec les fameux Hanovriens, les aides et les Portugais de sport. On a signé en 2008 avec les Irish Cub et les Gypsy Cub. En 2009 avec l'AES et en 2010 on a signé avec les Dales, les BWS, les Caspian, les Nokota et les Arabo-Frison. Donc vous voyez qu'on a un peu deux populations de chevaux. On a soit des chevaux de sport, j'ai envie de dire, avec les gros studbooks comme Z, Hanovrien ou AES. Et puis derrière, on a des races à faible effectif qui sont très quand même attachées à l'appellation de la race, comme les Gypsy Cub, les Irish Cub, où il peut y avoir une plus-value par rapport à la vente des chevaux derrière. Donc la fameuse convention, le fameux document à joindre au moment de la déclaration de naissance, il ressemble à peu près à ça. Donc en haut, à droite, il y a le logo de la race et l'éleveur doit bien faire attention de demander ce document-là aux représentants de la race en France pour pouvoir inscrire son poulain dans les races que j'ai citées précédemment. Donc ça, c'était pour les aspects un peu race, parce qu'on a souvent des questions par rapport à ça. Donc après, pour simple information, depuis l'année dernière, on envoie un courrier personnalisé aux éleveurs, c'est-à-dire à toute personne qui a fait saillir sa jument l'année précédente. Donc cette année, d'ici 3 semaines, on va envoyer un courrier à tous les éleveurs qui ont fait saillir leur jument en 2010. Donc ce courrier est personnalisé dans le sens où il reprend les informations par rapport aux parents, à la race du produit présumé, au studbook dans lequel il est inscriptible. Et ensuite, vous avez en deuxième partie tout un tas d'informations par rapport aux démarches que vous allez devoir suivre pour inscrire le produit et obtenir son document d'identification. Notamment au niveau des tarifs, puisque nos tarifs sont quand même assez complexes. Vous savez qu'on a plusieurs niveaux d'identification. On a dans certains cas, selon la race, un contrôle de filiation à effectuer. Donc toutes ces démarches vous sont indiquées en fonction de la race de votre produit. On a déjà les informations, nous, si la mère est typée ou non. Donc on va vous mettre, par exemple, un contrôle de filiation sera effectué en faisant un prélèvement sanguin uniquement sur le produit. S'il y a besoin de faire un prélèvement sanguin sur la mère en plus, on va vous l'indiquer. Donc ça, c'est un document qu'il est important de regarder. Normalement, vous allez le recevoir d'ici peu et qui vous permettra de vous guider aussi dans la démarche d'obtention des documents d'identification des poulains. Donc le sujet à aborder aujourd'hui aussi, c'était tout ce qui concerne les détenteurs d'équidés. Donc vous savez qu'on a donc un nouveau décret qui est paru fin juillet concernant les lieux de détention et un arrêté début août. Donc l'objectif, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, c'est un objectif avant tout sanitaire, c'est-à-dire que le but c'est de gérer les épidémies sur un périmètre géographique donné, en partant du principe que si on connaît tous les lieux de détention des équidés, on va pouvoir intervenir rapidement pour mettre en place une police sanitaire éventuellement. Par contre, il n'y a pas de lien avec les chevaux ou les mouvements. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le lieu qui est susceptible ou qui accueille des chevaux. Donc on n'a pas besoin de faire un enregistrement périodique. À partir du moment où on a ouvert un lieu, c'est que c'est un lieu qui est potentiellement va pouvoir accueillir des chevaux. Donc je dis bien potentiellement, c'est-à-dire qu'un lieu de concours, par exemple, où il n'y a pas des chevaux toute l'année, on va l'ouvrir en tant que lieu de détention, même si toute l'année il n'y a pas de chevaux. Et on va fermer un lieu qu'à partir du moment où on est sûr qu'il n'y a plus jamais des chevaux qui vont aller sur ce lieu-là. Donc, par contre, on offre la possibilité de mettre à jour des données, donc seulement des informations qu'on appelle nous satellites, c'est-à-dire un contact sur place ou une activité. C'est-à-dire que l'important pour nous, la donnée la plus importante, c'est la situation géographique du lieu, qui ça ne va pas changer, et la personne à contacter en cas de problème. Donc la nature des informations qu'on va enregistrer, c'est l'enregistrement de l'identité du responsable des équidés, son adresse postale, l'adresse où sont hébergés les équidés, l'identité et les coordonnées de la personne sur place à contacter en cas de besoin. Et après, on va vous demander éventuellement des informations complémentaires sur les surfaces, le nombre de chevaux et l'activité. Mais ça, ces informations-là, elles ne sont pas forcément pérennes et elles ne sont pas forcément obligatoires. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est ces informations-là, en gros, qui font peur aux gens. Parce que c'est vrai que les gens ont très peur d'avoir un impact derrière au niveau fiscal.
Mais ces données-là, normalement, elles ne sont pas obligatoires. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le lieu et l'identité et les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème. Donc normalement, l'enregistrement d'un détenteur, il ne comprend aucune information nominative sur les équidés. Le mouvement, les traitements, l'alimentation, tout ça, ça doit être consigné dans ce qu'on appelle le registre d'élevage. Donc c'est deux choses qui sont complètement différentes et j'insiste là-dessus parce que souvent les gens font un peu l'amalgame entre le registre d'élevage et la déclaration des lieux de détention. Donc vous avez trois modalités d'enregistrement. Donc soit une voie Internet, donc le service est ouvert, donc vous pouvez aller facilement déclarer les lieux de détention sur Internet. On invite les gens à passer sur cette voie-là, puisque à ce moment-là, on va vous demander, alors ça va vous paraître un peu barbare, je pense, des fois, on va vous demander si c'est bien vous, parce qu'on a tout un tas de données qui sont déjà enregistrées dans SIR par rapport aux personnes. On a un fichier personne qui est très lourd. Pour une même personne, on peut avoir plusieurs adresses, on a des problèmes d'homonymie, etc. Donc au moment où vous allez faire cette démarche-là, c'est vrai qu'on va vous poser tout un tas de questions pour savoir si c'est bien cette personne-là qui est... Enfin, donc c'est pas forcément toujours facile, mais ça va nous permettre aussi de mettre à jour la base de données personne et d'avoir quelque chose de plus clair. Et ensuite, vous avez une modalité papier qui est possible. Donc on a un formulaire papier qui est disponible en téléchargement sur notre site internet. Ou sinon, sur les sites FCE en région, normalement, ils ont ce formulaire qui est disponible et vous pouvez ainsi déclarer vos lieux de détention en envoyant le formulaire au CIR. Et après, la seule chose qu'on a mise en place par rapport aux échanges de données, parce que c'est une question qu'on a souvent, les gens nous disent « mais oui, mais nous, on est déjà enregistrés à la Fédération française d'équitation en tant que club, etc. » Donc la seule échange de données qui ont été prévus pour l'instant, c'est les échanges avec France Gallo et la SECF, pour les entraîneurs de course et pour lesquels il n'y a pas besoin de se déclarer encore une fois au CIR, on a un échange de données qui nous permet de mettre à la base de données à jour au niveau des détenteurs. Par contre, tout ce qui est centre équestre, ils sont obligés de refaire la démarche pour se déclarer au CIR. J'ai un peu dit. Et donc pour les échanges de fichiers, on va avoir une récupération annuelle des informations et on n'aura pas justement la démarche d'enregistrement auprès de l'IFCE pour les personnes concernées. Alors, les cas particuliers, donc le texte précise que les vétérinaires ne sont pas concernés par la déclaration des lieux de détention, donc il n'y a pas besoin de se déclarer. Les organisateurs de compétitions ou de manifestations, on va demander aux responsables du lieu de déclarer le lieu comme lieu de détention. Ce n'est pas la peine que chaque organisateur de concours qui utilise un même lieu se déclare. Donc c'est le responsable du lieu qui va se déclarer. Et pour ce qui est des locataires de prêt, c'est bien le locataire du prêt qui doit faire la démarche de déclaration et pas le propriétaire du champ. Donc si par exemple vous louez un champ, c'est à vous en tant que locataire de faire la démarche de vous déclarer en tant que détenteur d'équidés. Parce que c'est vous la personne qu'on va contacter en cas de problème, c'est surtout pour ça. Et pour ce qui est des sites d'hébergement temporaire, donc comme les fermes équestres, les gîtes d'étape, etc., donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si c'est un site où les chevaux ne sont pas présents toute l'année, il faut quand même faire l'effort de le déclarer en tant que lieu de détention. Potentiellement, ce lieu-là peut accueillir des chevaux.